Salut à tous, vous regardez Campus Channel, merci d'être avec nous. On est ici pour 40 minutes de chat décomplexé avec le master spécialisé gestion, achats internationaux et supply chain, le GAISC. Pour en parler ce midi avec nous, nous recevons Patrice Pourchet qui est responsable pédagogique du master et puis Mauriane Aounou qui est alumni de la promotion 2017-2018 du MS. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors comment on prononce ces GAISC? Non, je me suis jamais posé la question. GAISC. GAISC, ouais. Bon bah voilà, on a la bonne prononciation. Ils attendent bien entendu toutes vos questions, vous pouvez continuer à nous envoyer en direct et on commence tout de suite, si vous le voulez bien, avec le pitch. Patrice, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Vous avez 1 minute chrono, pas une seconde de plus, attention, top, c'est parti. J'ai bien compris. Alors, l'esprit pionnier, l'excellence académique, la diversité, l'entrepreneurship, l'imagination et la créativité marquent d'une très forte empreinte le programme MS-GAISC, et ceci au sein d'une grande institution académique de niveau mondial et européenne de niveau mondial. Et le MS-GAISC, lui, il forme de jeunes managers aux achats et à la supply chain. Ils sont là pour apprendre à utiliser au mieux les leviers de la mondialisation pour en faire des leviers de développement dans le business et tous dans une démarche éthique et durable. Ça, c'est très important pour nous. Et si il était très intéressant si je voulais juste rajouter une petite phrase d'un auteur qui caractérise bien le programme. En 16 secondes. Ouais. Si tu diffères de moi, frère, loin de me peser, tu m'enrichis. Ainsi, en nous rejoignant, vous enrichirez votre parcours, le MSGAI, les métiers et l'école. Postulez. Très bien, et bien écoutez, vous êtes parfaitement dans le timing avec la petite citation qui va bien. Vous continuez bien sûr à nous envoyer toutes vos questions depuis chez vous. Elles s'affichent bien soit à droite, soit en bas de votre écran en fonction du mobile que vous utilisez. Et on va prendre en régie la première question, et bien pour vous Patrice. Quelles sont les différentes démarches pour se porter candidat à votre formation? Il y a une démarche de base, c'est sur le site de l'ESSEC, c'est postuler en ligne, candidater en ligne. Et répondre à toutes les questions qu'il y a qui sont posées en ligne et apporter tous les documents afférents à la candidature. C'est le seul moyen aujourd'hui de candidater. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est surtout rentrer en contact avec les gens. C'est rentrer en contact avec notre ambassadrice, rentrer en contact avec les enseignants, avec tout le monde, et ça, c'est possible. Et surtout, je rajouterais avec les anciens, si on souhaite faire des achats dans un certain secteur, taper sur LinkedIn ou sur Internet le mot ESSEC avec le secteur d'achat que l'on souhaite intégrer pour pouvoir ensuite rentrer en contact avec les acheteurs et poser certaines questions. Et alors après, comment ça se passe? Examen du dossier, phase d'oral, c'est ça? Examen du dossier. On déclenche l'admission, c'est-à-dire qu'on déclare admis le candidat en fonction d'un certain nombre de critères que nous avons, indépendamment du dossier. Et à ce moment-là, il reçoit un avis. Il postule en ligne pour déterminer les zones, les créneaux d'entretien sur lesquels puis on va se rencontrer au cours d'un entretien. Ils vont venir une grosse demi-journée sur le campus, à la fois pour nous rencontrer, mais pour rencontrer la vie sur le campus. Le BDE, des anciens, les autres candidats. Et puis voilà, pour boire et manger, aller au Foils, regarder la vie associative. Voilà, ce qui fait la vie de l'ESSEC. Et il y a combien de places qui sont offertes dans le MS? Il n'y a aucune limite. D'accord, sky is the limit. Tout à fait. Pour le MS. Un mot peut-être sur l'entretien. Toi, tu gardes quel souvenir? C'était vraiment une optique d'échange de parcours ou il y avait quand même un petit test de tes connaissances? Non, pas du tout de test de mes connaissances, mais vraiment c'était un échange pour me connaître, pour savoir ce que j'avais envie de faire et ce que aussi je pouvais apporter à l'ESSEC et au master. C'est vraiment un échange et moi aussi j'ai posé des questions pour savoir si je me voyais dans cette formation et comment et quels étaient les atouts réels de la formation. Très bien, je te laisse prendre la question suivante. Les notes en master sont-elles primordiales pour la sélection du dossier? Est-ce qu'avec 14 de moyenne en master commerce international, en école de commerce, on a nos chances? C'est 13 la moyenne, je crois, le niveau admissible. C'est vrai, non, c'est 13? Ah non, il n'y a pas de barre, oui, c'est peut-être vous qui aurez plus la réponse. Non, je crois qu'il y a, c'est une information. Ouais, je pense que, je peux pouvoir en témoigner, c'est un ensemble d'informations. Bien sûr,
on est dans l'excellence académique chez nous à l'ESSEC, donc quand moi je passe devant mon jury d'admission, je dois débattre avec mes collègues, avec les représentants du doyen, avec les éléments, je dois mettre en avant les meilleures candidatures. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve quelquefois des jeunes gens qui n'ont pas aussi les facilités, comme en école de commerce, de bien se présenter, de bien pitcher sur le parcours, etc. Par contre, ils ont des dossiers béton là-dessus. Voilà. Et quelquefois, on trouve l'inverse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que si on déclare admis la personne, et quand on va la rencontrer, voilà, on a d'autres questions à lui poser. Mais vous mettez là en avant à l'instant l'excellence académique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'excellence académique? Ben, ça veut dire que sur le parcours de formation, son parcours de formation pour venir à l'ESSEC, ben, il a démontré que, ben, voilà, il a travaillé, il a développé des compétences. Mais donc ça, c'est les notes quand même. Vous dites que vous ne regardez pas remarqué. trop les notes, mais les notes sont quand même importantes. Oui, elles sont importantes parce que pour une raison très simple, c'est que nous, on a des accréditations. Que ce soit la CSB, les quiz, AMBA et la CGE, et on doit répondre à des critères. Tout simplement parce que c'est pas pour nous, certes c'est bien pour nous, mais c'est aussi pour la validité, la solidité du diplôme, hein, tout simplement. Mais c'est vraiment un ensemble. On va nous poser des questions pas sur nos notes, mais sur ce qu'on a fait et ce que ça nous a apporté. On a par exemple fait des stages, on a travaillé, des jobs étudiants. Qu'est-ce que ça nous a apporté et quels sont nos atouts? Par exemple, aujourd'hui, on a 3 questions. On a refait on a posé 3 questions. C'est qu'est-ce que vous retenez de votre parcours académique? Et qu'est-ce que vous abordez? Qu'est-ce que vous avez retenu de votre parcours? Est-ce que vous avez fait de remarquables dans votre parcours professionnel et dans votre parcours associatif? Donc il faut avoir eu un parcours associatif dans le cadre de ses études. Il faut avoir une forme, ça peut être sportive, ça peut être, etc., pour montrer, parce que dans l'ADN de l'ESSEC aujourd'hui, on travaille là-dessus. On a besoin, ça fait partie de la formation de nos étudiants. Mais l'étudiant qui, par exemple, aurait fait la fac et plein de petits boulots à côté et pas le temps pour les assos, ça peut quand même être valorisé. Faut pas peut-être se placer la barrière de se dire, bah oui, j'ai galéré, j'ai pas réussi à trouver de temps. Non, parce qu'on a toujours moi, j'ai pas mal d'anciens qui ont posé ces mêmes questions et qui ont dit, mais moi, j'ai pas un parcours remarquable de premier de la classe, voilà. Et tout. Non, c'est... Et le challenge, c'est qu'en 45 minutes ou presque 1 heure, quand on vous rencontre, on va travailler ensemble ou pas, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Je vous laisse prendre la question suivante. Bonjour, de quelle formation sont originaires vos étudiants en majorité? Écoutez, la moitié, c'est des écoles d'ingénieurs. Après, un gros tiers, c'est écoles de commerce. Et alors, je ne gourre pas, disons 25-25, et le dernier quart, c'est humanité, des parcours quelquefois, des parcours semi-professionnels aussi, et puis voilà, toutes sortes de formations artistiques, art, tout ça, etc. Enfin voilà, il n'y a pas de particulier. Alors, illustration concrète avec toi, Mauriane, ça avait été quoi ton parcours après le bac? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai intégré l'université de Créteil. J'ai eu un master 2 de négociation internationale des projets commerciaux, donc en classe Shanghai. Donc moi, j'avais plutôt, en sortant de l'université, un profil commercial, mais commercial avec une spécialité Asie. Donc j'ai voulu asseoir en fait mon appétence d'acheteuse en ayant une formation d'excellence comme le MSJISC. Et vous le disiez, il y a parfois des profils humanité. Ça veut dire que concrètement, on peut faire un master de lettres modernes et se retrouver 2 ans plus tard acheteuse ou acheteur international. J'espère, oui, au contraire. Mais il y a des cours du coup de remise à niveau pour ces profils qui sont un peu atypiques parce que être acheteur finalement, à moins que j'ai une très mauvaise image de la profession, une très mauvaise idée de ce que c'est du chiffre. C'est du Excel, c'est des graphiques à analyser et c'est peut-être pas la voie naturelle, c'est pas en tout cas ce qu'on fait le plus en école littéraire. Vous mettez le doigt sur quelque chose de très intéressant parce que c'est une communauté, hein, la promotion. Eh ben, il y en a qui sont très bons, ils vont travailler avec ceux qui se pensent moins à l'aise. On l'a vu, par exemple, on a réinscrit un certain nombre de choses sur les statistiques, par exemple, notamment pour tout ce qui est intelligence artificielle, data analyst. Et ben, il y en a qui sont très bons, c'est-à-dire parce que leurs études, hein, et puis d'autres qui, attends, c'est quoi le qui machin ou c'est quoi la moyenne ou un truc comme. Ok, ben voilà, ça aussi c'est le développement des compétences, c'est être capable de partager ses connaissances. Mais quand on a arrêté, c'est une vraie question de fond, hein, mais quand on a arrêté par exemple les maths en seconde, la loi du qui 2, on arrive comme ça du bout des doigts en 1 semaine à la comprendre ou ça demande énormément de travail? C'est pas en 2 semaines, c'est du travail, mais on n'est pas là pour refaire les cours de statistiques. On est là seulement pour dire aux gens, ces éléments sont importants pour vous dans votre, si vous travaillez là-dessus, ça va être important. Donc on va essayer de voir comment on peut
vous développez autour de ça pour que vous puissiez l'utiliser. Mais on ne fait pas. Le métier des achats comme la supply chain, c'est des métiers très transversaux, hein, très généralistes. Donc on puise comme ça. Ce qui est intéressant, c'est la richesse de votre culture en général, en fait, qui est intéressante. C'est pas, je suis un super bon des stats, parce que si je ne sais pas parler aux autres, ça va être compliqué, quoi. Et les entreprises, elles voient arriver un CV avec noté fac de psycho, fac de droit, et puis ce MS, elles se disent « Waouh, candidat atypique » ou « Waouh, candidat à problème ». Je pense que les entreprises qui travaillent avec nous, elles sont friands aussi de ça. Elles ne le disent pas ouvertement comme ça, mais elles sont friands. Et moi, mon boulot, c'est leur dire « Attendez, chez moi, il y a des gens… » C'est pas parce qu'ils ont fait, ils ont redoublé la maternelle que ça va les bloquer, quoi. Non, non, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ça, et voilà ce qu'ils vont vous apporter, parce que, voilà. Et mon boulot, ça consiste aussi, avec mes étudiants, leur dire, ouais, vous voulez faire ça, mais essayez de voir ça, ok, ça peut être très très bien. Par contre, si vous voulez continuer à faire ça, pas de souci, on va rentrer comme ça, on va faire les choses. Et après, mon boulot, c'est de dire aux entreprises qui m'appellent pour me dire, Patrice, j'ai besoin de… C'est-à-dire, moi, j'ai des profils intéressants, voilà, j'ai ça, j'ai cette personne-là, je pense qu'elle vous irait bien. Mon boulot, c'est bien comprendre aussi la demande. Toi, c'est quelque chose, le côté technique, que tu connaissais un peu d'avant ou ça a été nouveau, les maths, les stats dans ta formation? Moi, je le connaissais d'avant. Ça n'a pas été nouveau, mais les personnes qui avaient des difficultés, on était tous ensemble. C'est vraiment, on a un petit master, une petite promotion de 25 personnes, donc il y a vraiment de l'entraide. Donc si on n'arrivait pas à certaines matières, il y avait d'autres personnes qui étaient là aussi pour nous aider et nous porter. Je te laisse prendre la question suivante. Bonjour, votre formation m'intéresse beaucoup, mais je n'ai pas vraiment eu de cours autour de la supply chain et de la gestion des achats, ni de stage dans ces domaines. Est-ce que vous pouvez quand même accepter des candidats qui sont intéressés sans être spécialisés? Alors, bah, et comment? De toute façon, notre métier, c'est vous apprendre ces métiers-là. Donc, c'est pas la peine. Moi, je vois beaucoup qui ont fait des stages, mais ils apprennent des nouvelles choses, ils découvrent même des choses qu'ils ne savaient pas. Et au contraire, il vaut mieux y arriver. Vous savez, le principe de l'apprentissage, de l'enseignement, c'est désapprendre pour apprendre. Donc, si vous ne faites pas ça, ça ne marchera pas de toute façon. Donc, mon boulot, c'est, voilà, moi, immodestement peut-être, je suis un spécialiste de ces métiers-là. Je sais ce qu'il faut faire avec mes collègues professeurs et mes collègues intervenants professionnels. Et là, et puis j'ai des acteurs qui vont, voilà, ça va rouler. Ah non, au contraire. Et alors, prenons la question à l'inverse. J'ai fait un master spécialisé supply chain logistique. J'ai fait mon stage pour un grand groupe, pour pas le citer, voilà, du domaine de la supply chain. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'ennui de se retrouver avec des grands débutants à côté de moi qui connaissent rien, alors que moi, j'ai déjà fait ma prévision de vente, mes stock inbound, outbound? Ouais, ça c'est effectivement le danger, ça peut être ça. Sauf que toutes les transformations pédagogiques qu'il y a eu récemment depuis 2-3 ans à l'ESSEC font qu'il faut qu'ils soient acteurs de leur développement et de la connaissance et de leur proposition en termes de nouvelles compétences, etc. Donc ça change, le registre change. Donc ils sont là aussi pour participer, Mauriane a vécu ça aussi, participer à la production de contenu, à la production… Donc ça détermine d'autres choses, quoi. Très bien, je vous laisse prendre la question suivante, Patrice. Alors, les cours qu'on dispensés sont-ils entièrement en anglais? Alors aujourd'hui, si vous choisissez la filière Singapour, vous aurez tout un cursus comme ça en anglais. Les renforcements des cours en anglais se font, c'est-à-dire que quasiment à partir de l'année prochaine, le taux de cours en anglais va augmenter pour la partie du deuxième semestre et tout. Donc oui, on est en train tranquillement de tourner autour. Chaque année, je dis ça, sur 75-80. De toute façon, il y a de plus en plus on commence à avoir des étudiants non nationaux, plutôt anglophones, ou plutôt, dirons-nous, hors francophonie. Et donc là, oui, on le sait. De toute façon, notre cible, c'est aussi quelques étudiants étrangers. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut un score minimum au TOEIC pour candidater? Il ne faut pas un score minimum, mais il faut avoir le meilleur score. C'est quoi le meilleur score? À partir de combien on peut commencer à vous parler? Écoutez, je regarde les dossiers que j'ai eus, là. La majorité sont au-dessus de 900. D'accord. Et j'en ai quand même conservé 3-4 qui sont autour de 780-850. Parce qu'ils ont un parcours intéressant dans les éléments et tout. Mais si vous voulez faire le parcours Singapour, même déjà au niveau parce qu'on a des profs étrangers maintenant qui participent et tout, donc même en français et tout, ça risque de poser un problème. Et puis c'est un univers tellement ouvert que ça va être compliqué. Mauriane, ton niveau d'anglais, c'était quoi? Good, bad, middle? Good. Good?
Good ou Very good. Very good. very good? Ça veut dire combien au TOEIC? Il me semble que j'avais 920 au TOEIC. D'accord, ouais, donc plutôt bon. Et donc, tu avais déjà eu, toi, l'occasion de faire des cours en anglais ou c'était la première fois que tu avais comme ça un cursus qui a intégré l'anglais dans la formation? J'ai déjà eu l'occasion d'avoir des cours en anglais auparavant, mais ça change tout. C'est une nouvelle pédagogie, c'est beaucoup d'échanges entre nous. C'est vraiment En de quelle langue les échanges entre vous? En anglais, du coup. En anglais? Si on a des cours en anglais, les échanges se font en Se anglais. font forcément, Et d'accord. les ateliers aussi se font en anglais. Donc ça nous permet aussi d'échanger plus souvent en anglais et d'apprendre de nouveaux mots. Très bien. Eh bien, écoutez, si vous le voulez bien, on va faire une petite pause dans les questions. On passe tout de suite aux 3 mots max tabou. Le concept du 3 mots max tabou, il est extrêmement simple. Ils ont 3 mots maximum pour définir leur formation. À chaque mot, un argument, mais attention, ils ne peuvent pas tout dire. J'ai sélectionné en amont une liste de 3 mots tabous qu'ils ne connaissent pas, qui s'affichent chez vous sur votre écran. Et s'ils emploient l'un de ces mots, que ce soit dans les mots qu'ils vont me donner ou bien dans la description qu'ils vont en faire, c'est le buzzer. Non! Qui veut prendre le premier mot? Morgane. Alors je dirais l'entrepreneuriat. D'accord. L'entrepreneuriat, parce que intégrer le MSJISC, ça permet de créer son parcours, de créer sa formation. C'est une formation qui est faite en alternance, mais aussi qui peut être faite en stage. Et on choisit notre entreprise, c'est-à-dire que nous ne sommes pas restreints, mais ça doit correspondre en tout cas à notre parcours. Et on peut aussi avoir accès au BDE, au master BDE, être vraiment intégré dans l'école. Le BDE, le bureau des étudiants. Le bureau des étudiants, des masters spécialisés. Et aussi avoir accès aux associations et aux chaires. Donc on crée notre formation. Très bien. Deuxième mot tabou. Deuxième mot non tabou, j'espère pour vous. Bah, je dirais parcours. Des personnes qui viennent d'univers très différents, qui rentrent dans un univers sur des métiers et qui après vont de nouveau diverger dans leurs expériences, leur parcours. Des parcours. Troisième mot pour toi. Je dirais l'humain. L'humain, puisque nous sommes une promotion très petite et que nous avons... Vous êtes combien? Nous sommes 25. D'accord. Oui, c'est quand même bien. Oui. Et nous avons du coup accès à nos professeurs, nous pouvons les voir, discuter avec eux et nous nous connaissons tous. Donc c'est très important pour la suite en tout cas. Très bien. Eh bien écoutez, vous êtes passé totalement à côté des mots tabous, donc tant mieux pour vous. À titre d'information, aujourd'hui les mots tabous c'était logistique, management et international. Mais bon, vous n'avez employé aucun de ces mots, vous avez été Parfait. très originaux. Patrice, je vous laisse prendre la question suivante. Bonjour, je suis étudiant à Polytechnique Montréal et j'ai envie de venir travailler en France. Je me dis qu'obtenir un diplôme français peut être une bonne première porte d'entrée. Est-ce que vous acceptez les profils des candidats internationaux? Combien sont-ils dans la formation? Nous acceptons les profils des candidats internationaux. On est équipé pour ça. Et on sait former des candidats internationaux. Et ils sont, le nombre est variable en fonction des années, en fonction des personnes. Là, je regarde sur les 30 premiers dossiers que j'ai reçus, il y a à peu près un quart qui sont non nationaux, mais qui sont certains d'expression francophones et d'autres non. Donc on peut ne pas du tout parler français quand même candidater, ça va être compliqué. Par exemple, mes étudiants qui viennent entre autres de Chine, par exemple, il y en a qui sont à l'aise et d'autres qui sont beaucoup moins à l'aise. Et d'ailleurs, dans leurs apprentissages ou dans leurs missions, ils se retrouvent dans des environnements internationaux. Donc parler anglais, la plupart savent. Et même d'ailleurs, leur propre langue maternelle les aide aussi, que ce soit ces étudiants-là ou d'autres étudiants. Mais il y a quand même un niveau de français minimum requis. Où on peut ne pas trop parler... Non, parce que de toute façon, ça nous force et ça force tous mes étudiants et les professeurs qui sont en situation à être capables de le faire en anglais. Donc au contraire, c'est très bien parce que c'est des situations, à la fois pour des jeunes Français qui ne sentent pas à l'aise, parce qu'on sait bien que les jeunes Français, ils ont un peu de tabou par rapport à ça, et très bien, ça les force, ça les amène et tout, et je trouve que c'est très bien. Non, c'est open. Et alors, j'imagine que toi, ce qui t'intéressait, notamment dans ce FMS, c'est le côté international, le fait comme ça d'être à côté d'étudiants peut-être chinois, espagnols, voilà, de différentes nationalités. Ça participe peut-être à cette vision internationale aussi de ton parcours? Oui, ça participe énormément, puisqu'on parle du coup en anglais, en français, mais aussi ce qui participe à ce côté international du master, c'est le voyage d'études, ce qui nous permet d'aller à l'étranger, et à l'étranger, on parle anglais. Et cette année, nous sommes partis à Shanghai, avec nos camarades qui sont d'origine chinoise ou qui savent parler mandarin. Ça nous a aussi permis de les voir parler chinois et aussi d'essayer un peu de parler, d'apprendre quelques mots. Et alors dans les projets de groupe, est-ce que toi tu as pu être avec des internationaux? Il y a des différences peut-être culturelles sur la manière de gérer le projet, sur la manière de travailler aussi?
Oui, il y a des différences comme dans toutes les nationalités. Donc du coup, ça nous permet de s'adapter. Ça nous permet de s'adapter du coup dans le contexte scolaire, mais aussi en alternance dans le contexte professionnel. Donc ça nous prépare, entre guillemets, avant de rentrer en entreprise. Je te laisse prendre la question suivante. Bonjour, j'ai suivi une formation universitaire dans la logistique et je travaille depuis 3 ans dans ce secteur, mais j'ai l'impression que ma carrière ne va pas vraiment décoller. Je manque de connaissances et de légitimité auprès de ma hiérarchie. Acceptez-vous des profils en reprise d'études? On a eu un exemple dans la promotion de Mauriane. On a 2 exemples. Un étudiant qui avait 40 ans, qui avait une grande expérience dans une entreprise du CAC 40, plutôt sur la dimension marketing commercial, et qui a suivi ses achats, etc., qui a fait une mission chez un équipementier automobile, et maintenant qui est responsable de projets stratégiques chez dans le secteur aéronautique, chez un grand constructeur aéronautique. Pas celui que l'on pense, mais un autre. Donc, premier exemple, vous avez un autre exemple? Un autre exemple, une jeune, qui était assistante du président d'une grande société de loisirs et qui souhaitait avoir des achats et qui est maintenant chargée aux achats, la coordination des achats chez un constructeur franco-japonais. D'automobile. D'automobile, oui. Donc ça se fait facilement en tout cas. Par contre, ça veut dire que l'espace d'1 an, il faut mettre entre parenthèses sa carrière professionnelle et être à plein temps dans la formation. Tout à fait. Il faut mener, comme je dis souvent, parce que j'ai eu aussi des programmes en exécutif sur ces formations-là, il faut quand même piloter une vie académique, une vie quelquefois encore professionnelle, et puis une vie sociale, une vie et être avec de l'intergénérationnel, ce qui est aussi très formateur à la fois pour nos étudiants et puis pour l'autre génération. Et ça, je trouve que ça apporte, au contraire, ça apporte un enrichissement supplémentaire. Et alors sur peut-être les promotions que vous avez eues avant, est-ce que vous avez le sentiment que ça a pu créer des boosts dans des carrières de personnes qui avaient déjà quelques années d'expérience? Oui, nettement. Là, je vois sur les programmes exécutifs ou même sur des trucs comme ça, c'est indéniable. C'est indéniable parce que de toute façon, les personnes qui entreprennent ça, il y en a très peu qui entreprennent ça. Mais donc c'est un investissement important. Il faut bien aussi bien financer, etc. Et tout, ça c'est clair. Mais aussi c'est une transformation parce qu'ils découvrent quelque chose et donc ils mettent en avant d'autres compétences. Et là, c'est génial. Je vais prendre la question suivante, Patrice. Bonjour, je souhaite travailler aux États-Unis. Est-ce que c'est un débouché possible à la formation? Oui, ça va. J'ai presque plus d'un quart de mes étudiants qui vivent et travaillent à l'étranger, notamment aux États-Unis, en Asie, en Europe du Nord, et plutôt côté Moyen-Orient, tout ça, etc. Et aux États-Unis, aussi bien sur la côte Est que la côte Ouest. Les States, ça t'intéresse éventuellement pour la suite ou tu as déjà un autre plan de carrière en tête? Moi, je suis plus du côté Asie que du côté States, mais pourquoi pas? Il y a des opportunités. Et il y a beaucoup d'opportunités, il me semble, pour les acheteurs aux États-Unis, énormément. Si je peux rajouter, d'ailleurs, on a un programme qui permet de préparer l'ISM, c'est-à-dire le CPSM, qui est le label américain pour être acheteur aux États-Unis. Donc c'est un gros plus en tout cas dans la carrière. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension, c'est dans le nom de notre master spécialisé, c'est achats internationaux. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une vocation du diplôme à former plutôt les étudiants à travailler à l'international ou juste travailler dans un contexte international? Les deux. Je pense les deux, et depuis quelque temps, je force plutôt la première proposition. Travailler à l'international. Oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'en France, c'est fini l'achat? Non, c'est pas en France, c'est que c'est très lié à la transformation des entreprises aussi. C'est-à-dire que d'abord, beaucoup des entreprises du CAC 40 du SB 120, leur direction achat vont bouger dans d'autres pays. Ça, c'est évident. C'est déjà le cas sur certaines entreprises. Et dans les PME ou les ETI très exploitatrices, elles ont besoin de gens pour travailler avec leurs partenaires, pour travailler avec les éléments. Donc, elles ont besoin de ces gens-là. Et c'est une expérience incroyable. On est dans un monde ouvert. Tant mieux, les gens, ils reviennent en France et tout. Mais j'en ai beaucoup qui restent et qui vivent et qui voilà, ils sont heureux. Et tant mieux. Enfin, je veux dire, moi, ça nous fait un réseau d'anciens super. Donc, voilà, c'est bien. Très bien, je vais te laisser prendre la question suivante. Hello, diriez-vous que votre formation est davantage orientée vers les aspects techniques ou vers les aspects commerciaux marketing? Je dirais que cela mêle les deux. Oui, oui, ça c'est assez classique, je veux dire, mais non, c'est surtout ce qu'on fait maintenant.
C'est-à-dire que ce que disait Mauriane sur on se construit son parcours, on fait de la on participe à la transformation des entreprises sur l'aspect digital. Le Calab est à leur disposition pour faire des contenus avec des rendus qui sont plus contemporains, etc. Ah non, la communication, la façon dirons-nous, de s'exprimer face à un public ou face à ses boss, c'est trouver de nouvelles manières de communiquer aussi. Et puis il y a d'autres dimensions qui sont au-delà du technique, que ce soit l'éthique, que ce soit l'innovation, que ce soit, et puis au bon sens du terme, c'est-à-dire que tout ce qui est la durabilité aussi des choses, et l'intrapreneur. Maintenant, j'ai des jeunes gens, cette année par exemple, avec un des intervenants professionnels, avec Colline, ils ont lancé 4 projets de start-up aux achats. Il y avait 3 aux achats et 1 en logistique. Mais alors, pour revenir peut-être sur la question, on s'attend à quoi quand on rejoint cette formation? Est-ce qu'on est plutôt dans l'optique de se dire je connais bien la technique, je connais bien et je veux une couche en plus management, ou est-ce que c'est l'inverse? Je ne suis pas spécialiste, mais j'aimerais bien devenir spécialiste par la technique. En règle générale, c'est c'est la conjonction de compétences, des compétences de base et des nouvelles compétences, qui elles aussi présentent des éléments. Donc il faut toujours le voir comme ça. C'est l'agrégation de nouvelles compétences. Et c'est ce qui augmente votre champ de visibilité auprès des recruteurs, auprès des entreprises, ou même pour vos propres projets personnels. Toi, Mauriane, tu recherchais quoi dans cette formation? Qu'est-ce qui t'intéressait? Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette formation d'excellence, d'avoir plusieurs cours en achat. J'avais déjà des stages, donc je souhaitais suivre une formation cette fois-ci, et avoir ce côté international. Et troisièmement, je dirais l'apprentissage. Pouvoir mêler ma formation avec de l'apprentissage, pouvoir vraiment appliquer ce que je viens d'apprendre à l'école. Et c'est ce que j'ai pu faire. Et j'ai pu découvrir une nouvelle famille d'achats que je ne connaissais pas du tout. C'est quoi cette famille d'achats? Les achats digitaux. D'accord. Médias digitaux. Donc c'est quoi concrètement, médias digitaux? Alors c'est de l'achat de publicité en fait, de la publicité, les contrats, media planning, des exactement, choses comme ça. Le management d'influenceurs, tous ces contrats. Et ça c'est quelque chose qui t'intéresse, du coup c'est vers là que tu as envie de te diriger? Exactement. Et alors j'ai presque envie de changer les règles du jeu et de créer un nouveau mot tabou. Ça fait plusieurs fois que tu dis une formation d'excellence, d'excellence, d'excellence. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Des cours de qualité. Alors, des cours de qualité, des intervenants aussi de qualité. Je répète. Ça veut dire quoi encore? Moi, je veux du concret. Parce que là, c'est un peu trop vague. Concrètement, on se pose une question et tout de suite, on a comment dire, du concret, de l'action. C'est-à-dire, on ne comprend pas ce qu'est les achats marketing. On va pouvoir directement aller voir notre professeur et elle va directement nous expliquer ce qu'est de l'achat marketing avec du concret, avec des exemples très concret. Et ça, c'est ce qui te plaît, ce qui te fait dire aujourd'hui que c'est l'excellence qu'il y a dans cette formation. Bon, tu as encore le droit d'utiliser le mot, mais à chaque fois, il faudra bien le redéfinir. Patrice, je voulais prendre la question suivante. Alors, quelles sont les différences entre la filière française et la filière Singapour? Le diplôme obtenu au bout de course est-il le même? Alors, le diplôme obtenu au bout de course est le même. Pourquoi il y a un track France et un track Singapour? Tout simplement parce que le continent asiatique c'est quand même 40 à 50% du PIB mondial. Beaucoup d'entreprises vont là-bas, aussi bien françaises, européennes, anglo-saxonnes, chinoises, etc. et tout. Et que nous avons pensé qu'il était important, puisqu'on a un campus là-bas, de contextualiser une partie du programme sur les achats et la logistique en Asie. Et avec aussi ce qui amène aussi de nouvelles approches pédagogiques, être immergé. Alors Singapour, c'est un bonheur parce que c'est un sas d'entrée dans le continent asiatique énorme. Donc ça permet aussi, c'est un peu soft d'entrer vous n'arrivez pas brutalement dans le truc. Donc vous voyez, c'est une conjonction, c'est un port, donc c'est une conjonction pour les achats et la supply chain, c'est génial. Donc si on veut travailler en Asie, c'est plutôt à Singapour qu'il faut aller. Parce que sur votre parcours, ils verront que vous avez été confronté à cette culture asiatique. Mais à l'inverse, si on est à Singapour et qu'on se rend compte que c'est peut-être pas forcément l'Asie qui nous intéresse, le retour ailleurs est possible. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, les entreprises et les recruteurs disent vous êtes confrontés à des cultures différentes, c'est super, c'est génial. Et vous avez fait tout en anglais, super. Et vous avez fait, oui, on a fait des présentations, on a fait des trucs, on a fait des challenges. On a fait, ok, super. Donc ça plaît. Tu nous disais tout à l'heure que toi, c'était plutôt le continent asiatique qui t'intéressait. Alors pourquoi tu es à Paris et pas à Singapour? Ou peut-être que tu étais à Singapour d'ailleurs? Non. Non? Parce que moi, j'ai effectué 1 an et demi déjà à Shanghai. Donc je souhaitais rester à Cergy. C'était un choix personnel, du coup. Très bien. Eh bien écoutez, ça va faire une demi-heure qu'on est ensemble. Et vous qui nous regardez chez vous, vous savez sans doute ce que ça signifie. Eh bien oui, c'est destination finale.
Le concept de destination finale est extrêmement simple. Nous avons préparé une série de phrases qui débutent mais qui ne terminent pas. Et ça va être à toi, Mauriane, de piocher et de terminer la phrase que tu vas récupérer. Hop. Alors. En intégrant mon école, je ne pensais pas trouver... De l'excellence à ce point? Non, en intégrant mon école, je ne pensais pas trouver autant de diversité. Je dirais diversité. Autant de diversité, notamment concernant nos âges, nos parcours, nos parcours intérieurs. Je ne pensais pas trouver autant de diversité et je trouve que c'est vraiment une richesse dans cette Parce que ça va de quel âge à quel âge, la formation? De l'année dernière, de 23 à 40 ans, je dirais. 23 à 40. 23 à 40 ans. Donc ça permet d'avoir peut-être des manières de penser, des manières de travailler qui sont différentes d'une personne à l'autre et ça se confronte. Exactement, ça apporte de nouvelles visions. Nous n'avons pas, le même parcours. Enfin, le même parcours, c'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs, il y a des écoles de commerce, des parcours universitaires. On n'a pas la même base, on va dire. Donc ce qui est intéressant, c'est de s'enrichir, c'est d'apprendre de chacun. Et ben, tu vas continuer sur ta lancée parce que tu prends la question suivante, Mauriane. D'accord. Quel est le programme des cours? Doit-on choisir une coloration spécifique à son cursus? Alors, le programme des cours est centré sur les achats et la supply chain, mais aussi sur le digital. Par exemple, nous avons une semaine de Digital Week où nous pouvons rencontrer d'autres étudiants de masters spécialisés différents. Et nous sommes confrontés à une problématique qui était donnée par des entreprises la plupart du temps du CAC 40. Donc nous travaillons ensemble, nous sommes confrontés à plusieurs problématiques et nous devons répondre en fait à une problématique le jour même ou une semaine après. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est de travailler ensemble. Donc ça, ensemble. c'est le côté peut-être projet qu'on peut mener, mais si on revient, parce que tout à l'heure, tu nous as dit, bah tiens, moi j'ai découvert les achats digitaux. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme matière comme ça, peut-être auxquelles on ne s'attend pas ou auxquelles on peut s'attendre, mais concrètement, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme matière? Alors moi, je ne connais pas du tout, par exemple, les achats industriels. D'accord, c'est quoi ça, les achats industriels? Alors c'est de l'achat de CAPEX, l'achat d'usine en fait, gérer des achats en usine. Je ne connaissais pas du tout ce côté-là. Donc du coup, j'ai pu l'apprendre. Il y a plusieurs, dans le programme des cours, il y a plusieurs achats, familles d'achats qu'on peut découvrir. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est de les découvrir avant de faire son choix d'alternance. D'accord. Et cela peut nous apporter une meilleure vision de savoir si on souhaite ou pas intégrer cette entreprise en fonction de telle famille d'achat. Donc il y a le côté achat, est-ce qu'il y a un côté aussi supply chain, gestion de l'espace, des choses comme ça, de la localisation d'usines, ça aussi c'est des choses? Oui, bien sûr, nous avons des cours de logistique et transport, mais aussi de supply chain. Prévision des ventes aussi, ça fait partie un peu du cursus, savoir les tendances, analyser? Oui, savoir les tendances, être curieux aussi, connaître les tendances des achats, mais aussi des ventes, puisque d'un côté, c'est une corrélation, les ventes et les achats. Donc avoir aussi ce côté-là de négociation, de négociant. Nous avons des cours de négociation internationale aussi. Alors là, on apprend quoi? On apprend faut faire une offre démentielle et puis revenir un peu à la raison. On apprend tous ces tips-là qui permettent après d'être un requin, entre guillemets. C'est le terme qui est parfois employé en entreprise. Hein. Un requin, je ne dirais pas, mais savoir du coup s'adapter. Par exemple, on avait un cours de négociation internationale où il y avait un atelier. Par exemple, vous allez prendre un papier en disant que vous allez être plutôt agressif dans votre négociation et moi, je vais être très douce. Du coup, je dois rester douce, sachant que vous êtes agressif et vous ne devez pas rester doux. Donc, c'est très intéressant. On le fait en anglais. On doit savoir s'adapter et trouver un point de consensus. Donc, et on arrive à trouver un consensus à la fin? On essaye en tout cas. On essaye. Patrice, vous formez un peu des acteurs à ce qu'on entend, ou en tout cas, il y a des compétences, peut-être des soft skills qui sont plus importantes que dans d'autres professions? Oui, depuis très longtemps, d'abord, on forme, il y a une actrice qui vient former nos étudiants. C'est pas pour faire d'eux des acteurs, mais c'est surtout pour prendre conscience de leur voix, de leurs gestes, de leur corps, effectivement, parce que c'est un métier, ce sont des métiers où on est de plus en plus exposé, puisqu'on doit faire des présentations, on doit rencontrer des gens, donc il y a une image, et c'est difficile comment dirais-je, pour chacun d'assumer ce qu'il est, comment il est et tout. Hein. Donc ça, c'est important. Puis après, je pense qu'on a compris qu'il fallait que beaucoup de nos étudiants créent
créent leur matière et qu'en leur donnant des thématiques, ils aillent chercher, ils se confrontent à des idées différentes, ils se confrontent avec d'autres personnes, ils aillent chercher de l'information, pour produire des contenus qu'il faut après communiquer là-dessus. Puis après, il y a des choses qui sont, où on travaille beaucoup, c'est sur cette dimension de ce qu'on appelle business and society, c'est tout ce qui est un peu le développement de l'éthique qui est important pour nous. Alors ça peut, souvent les gens, non, c'est hyper important parce qu'on s'est aperçu que c'est structurant pour nos étudiants et aussi pour leurs échanges. Et il y a un autre thème sur lequel on travaille beaucoup, c'est l'intergénérationnel. Donc ils n'ont pas fait, mais là, cette année, ils vont faire, mes étudiants, un hackathon avec des gens de nos programmes exécutifs dirigeants, dans lesquels ils vont voir un jeune travailler avec un vieux et un vieux avec un jeune. Oui, parce que j'imagine que quand on se retrouve à des fonctions d'achat et qu'on est jeune, qu'on a en face de nous des personnes qui ont de la bouteille, il faut savoir s'en sortir, c'est ça l'idée? C'est ça l'idée, parce que d'abord ils ont des fonctions différentes, et puis vous savez, chaque génération a un regard particulier, c'est leur génération nouvelle. Donc, c'est toujours important et pour eux, c'est important comme pour ces adultes de comprendre que, parce qu'ils ont aussi la crainte. Il faut apprendre à s'apprivoiser. Bon, voilà, donc, je crois que c'est important. Et la vie en coopération est quand même très importante. Je vais te prendre la question suivante, Patrice. Le rythme des cours est-il dense? Est-ce qu'il y a énormément de projets de groupes à rendre? Alors, oui, les cours sont assez denses, surtout qu'à un moment donné, c'est que, par exemple, vous êtes soit en mission, soit en apprentissage, plus les cours, les travaux à rendre et tout. Oui, il y a du travail. Et alors, en travaux collectifs, par exemple le voyage d'études, des travaux en sous-groupe, et des travaux individuels, parce qu'il y a des matières où on souhaite que les étudiants s'auto-évaluent en termes de connaissances et de compétences. Et donc ça, c'est important pour les élèves parce qu'il y a des basiques à maîtriser. On a quand même un peu le temps pour une vie extrascolaire avec les cours, les projets à suivre. Oui, exactement. Oui, on a le temps. On a le temps de, par exemple, il y a un des étudiants de ma promotion qui faisait partie des responsables du bureau des étudiants des MS, qui a préparé du coup les way. Donc oui, on a du temps et on peut aussi faire du sport. Aussi, grâce à l'ESSEC. Sur le campus. Donc, sur le campus. Tout peut être fait. Patrice, je vous laisse prendre la question suivante. Alors, pouvez-vous vous donner quelques exemples d'entreprises et de postes auxquels les étudiants du parcours ont été recrutés? Bon, si on regarde par exemple les derniers recrutements, c'est-à-dire ceux qui sont sortis, d'abord ça touche quand même beaucoup le domaine industriel, manufacturier et industriel, mais aussi le domaine des services. Alors dans les services, on trouve de tout, c'est-à-dire qu'on trouve, ça peut être la prestation logistique, ça peut être la banque, l'assurance, ça peut être les services à la personne, ça peut être l'entertainment, tout ce qui est loisirs, tout ça, dans l'industriel, l'aéronautique, l'automobile. Allez, les postes, c'est aujourd'hui, bien sûr, il y a des acheteurs ou si on regarde les achats et les supply chain, en supply chain, on va trouver des logisticiens, certes, des chefs de projet logistiques, on va trouver des supply chain managers ou des assistants supply chain managers, parce que c'est aussi des fonctions. Supply chain analyst. Tout à fait. On va trouver des gens qui vont travailler sur le management des opérations en domaine industriel, donc ça c'est important, et sur les nouvelles formes de distribution. Et pourquoi on a fait achat et supply chain? Ce n'est pas une question qui est venue, mais c'était important. Parce que d'abord, aujourd'hui, dans les postes d'acheteurs ou de supply chain, dans l'industrie comme dans le e-commerce, il faut connaître les deux. D'accord. Voilà. Et ça, c'est fondamental et c'est très structurant pour nos... Alors toi, Mauriane, tu es diplômée depuis la fin de l'année dernière, l'année scolaire dernière. Tu as trouvé facilement un premier travail. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis à la recherche d'un VIE. D'accord. Donc nous avons terminé fin décembre. D'accord, ah oui, donc oui, c'est tout récent. C'est tout récent. Donc aujourd'hui, je suis à la recherche d'un VIE et j'ai quelques pistes. Quelques pistes, donc qui vont se concrétiser. Et après, tu te vois où? Je me vois bien en Asie, du coup. En Asie. Donc c'est là où tu cherches ton VIE? Oui. Et à quel type de poste? Acheteuse, digital? Acheteuse, oui, digital. Bon ben voilà, tu as trouvé ta voie. En un mot, avant qu'on passe à la chouchoute, Patrice, rémunération, c'est confortable? Bah écoutez, les moyens, comme on fait des enquêtes emploi chaque année, la dernière, donc c'est sur la promotion sortante 2017, donc en 2018 c'était 45 000 euros. Donc, alors bien sûr, ça dépend dans quel secteur vous êtes. Un poste, c'est une moyenne. Donc, si on regarde la courbe comme ça, c'est une moyenne. Et il y en a quand ils vont dans des PME ou des éléments, parce qu'on a des étudiants qui ont des PME ou qui créent leur propre entreprise. D'accord. Et puis ceux qui sont notamment sur l'autre extrême, parce que fonction de leur parcours. Il y a des industries où il y a des secteurs d'activité qui paient plus que d'autres. Voilà, il y a d'autres qui sont en train de monter en puissance.
Mais donc ils s'en sortent bien, on peut le dire. Et bien écoutez, ça va faire 40 minutes qu'on est ensemble. Et oui déjà, mais avant de se quitter, on vous a laissé un petit plaisir pour la fin. C'est la chouchoute. Alors, vous avez eu énormément de questions pendant ce live. En quelques mots, Patrice, quelle a été votre question préférée? Puis même question pour toi juste après, vraiment de manière très courte. Ma question préférée était celle qui concerne, parce que ça me tient à cœur, c'est les questions sur la variété et la diversité des parcours. Et le message qu'on peut en retirer, c'est? C'est possible. C'est possible. Mais ben voilà, venez. Et toi, Mauriane, très rapidement, ça a été quoi ta question préférée pendant ce live? Moi, ma question préférée, ça a été si les cours étaient denses. Premièrement, oui, ils sont denses, mais il ne faut pas que ça vous fasse peur parce qu'on apprend énormément de choses et je vous encourage en tout cas à candidater parce que même si c'est dense, c'est très enrichissant. Et bah, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Patrice Pourchet, responsable pédagogique du master spécialisé gestion, achats internationaux et supply chain. Et merci à toi, Mauriane Aounou, alumni de la promotion 2017-2018, qui devrait, d'ici quelques semaines, s'envoler vers les contrées asiatiques. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis et d'avoir posé toutes ces questions. Je vous dis à très vite sur Campus Chanel.